Si vous pensiez avoir déjà tout vu concernant l'espace, détrompez-vous. La récente mission indienne Chandrayaan-3 était censée n'être qu'un autre voyage scientifique de routine vers la Lune. Mais ce qui semblait être une simple collecte de données géologiques s'est transformé en un véritable casse-tête cosmique qui laisse les chercheurs du monde entier sans réponse et effrayés, réellement effrayés. Le pôle sud lunaire, où la sonde a atterri, a révélé bien plus que de la glace et des minéraux. Des structures géométriques parfaites enfouies sous terre, des matériaux qui altèrent les champs électromagnétiques, et des signaux de chaleur constants, le tout dans des endroits où, en théorie, rien ne devrait se passer. C'est comme si nous creusions non seulement dans le sol lunaire, mais aussi dans les limites de ce que nous savons en science. La situation est devenue si grave que les ingénieurs ont qualifié une partie du terrain de zone de danger absolu pour les robots. Les agences internationales ont dérouté des satellites et les rapports montrent d'étranges perturbations dans les transmissions, de la connaissance antique à l'interférence extraterrestre. Ce n'est pas une théorie du complot, ce sont des données concrètes. Et quand les scientifiques commencent à utiliser des mots comme « anomalie terrifiante », vous savez que c'est un problème bien plus profond. Préparez-vous à comprendre, étape par étape, pourquoi cette mission est considérée comme l'un des événements les plus importants de l'exploration spatiale de ces derniers temps, et comment elle pourrait changer notre avenir. Le 23 août 2023, l'Inde a écrit l'histoire en devenant le premier pays à réussir un atterrissage sur le pôle sud de la Lune, une région qu'aucune autre mission spatiale n'avait explorée auparavant. À bord du module Vikram, faisant partie de la mission Chandrayaan-3, l'atterrissage s'est déroulé de manière autonome suite à son lancement le 14 juillet. Cela a officiellement placé l'Inde dans le club très sélect des nations qui ont maîtrisé les atterrissages lunaires, aux côtés des États-Unis, de la Chine et de l'ancienne Union soviétique. Ce qu'ils ont accompli est d'autant plus étonnant si l'on considère le budget limité alloué à la mission, seulement 74 millions de dollars. Pour vous donner une idée, c'est moins que le coût de nombreux films, comme le film Gravity, qui a dépassé les 100 millions. Chandrayaan-3 a montré une nouvelle approche de l'exploration spatiale, des résultats scientifiques majeurs avec un budget modeste. Cela pourrait servir d'exemple inspirant pour d'autres pays en développement qui rêvent de conquérir l'espace. Cette mission a utilisé une technologie très avancée. L'atterrisseur Vikram a utilisé des capteurs radars spéciaux et des programmes informatiques intelligents pour savoir où atterrir en temps réel. Cela a permis d'éviter les problèmes qui avaient causé l'accident de Chandrayaan-2. Il a atterri très au sud, à environ 69 degrés de latitude. C'est un endroit où le soleil ne brille pas beaucoup, ce qui le rend très précieux pour de futures études. Le véhicule robotique Pragyan, qui est sorti juste après l'atterrissage réussi, avait des outils pour vérifier les minéraux et chercher de la glace. Il avait aussi un appareil laser qui pouvait trouver des métaux dans le sol. Cette première mission lunaire axée sur le pôle sud marque un tout nouveau chapitre pour la science spatiale. L'Inde n'a pas seulement planté son drapeau sur la Lune, elle a ouvert un tas de grandes questions à explorer pour les scientifiques. Et si ce n'était que le début? Si nous atterrissons déjà dans des parties de la Lune jamais explorées auparavant, quel univers entier nous attend encore, avec tous ces mystères, ces fenêtres ouvertes sur le passé du système solaire, et, qui sait, des secrets encore plus grands. À la surface du pôle sud de la Lune, où la sonde Chandrayaan-3 a atterri, les conditions thermiques sont incroyablement intenses. Les études de l'instrument CHASTE ont montré que, pendant la journée lunaire, le sol peut atteindre environ 350 Kelvin, ce qui correspond à environ 82 degrés Celsius, tandis que dans les zones en permanence ombragées, la température chute à 25 Kelvin, soit environ moins 248 degrés Celsius.
Cette différence drastique est de plus de 300 degrés sur seulement quelques mètres, créant l'un des environnements les plus extrêmes de l'univers. En observant le profil thermique du sol jusqu'à 4 pouces de profondeur, les scientifiques ont découvert que même de légers changements dans l'inclinaison du terrain affectent réellement les températures. Au point, avec une légère inclinaison vers le Soleil, la température était environ 25 Kelvin plus élevée que prévu, ce qui démontre que même les petites élévations à la surface de la Lune peuvent faire une grande différence de température. Cela signifie que nous devons être prudents lors de la planification des capteurs et de l'électronique, car ils devront supporter des changements de température extrêmes. Il existe des zones appelées pièges froids dans les cratères où le Soleil ne brille jamais, et elles contiennent de la glace gelée depuis des milliards d'années. Ces points se maintiennent entre 25 Kelvin et 50 Kelvin, comme des congélateurs naturels. Bien qu'il soit très important pour la science d'étudier cette glace intacte, faire fonctionner des robots dans ces zones nécessite une isolation thermique de premier ordre et une alimentation électrique constante pour que l'équipement ne tombe pas en panne. Un véritable défi pour l'ingénierie spatiale. D'autre part, les petites élévations près des bords de cratères, comme le Shackleton, ont des conditions plus douces, avec des températures autour de 220 Kelvin, ce qui équivaut à moins 50 degrés Celsius. À ces endroits, la lumière du Soleil est presque constante, ce qui est parfait pour générer de l'énergie avec des panneaux solaires. Cette différence entre les zones d'ombre et les zones ensoleillées nous offre une manière intelligente d'établir des bases lunaires, collecter la glace à l'ombre et générer de l'énergie au sommet. Un travail d'équipe entre la science et la maintenance. Ces conditions difficiles nous révèlent beaucoup sur les secrets de l'univers, en particulier sur la façon dont le système solaire a préservé des matériaux dans des endroits que nous n'avons pas encore explorés. Comprendre ces différences de température nous aide à déchiffrer l'histoire de la Lune, ses impacts et comment son sol se déplace. Et cela prépare le terrain pour ce qui vient, car il reste encore des secrets plus profonds de l'univers à découvrir. La Chandrayaan-3 est partie avec un grand objectif en tête. Découvrir les secrets cachés à la surface du pôle sud de la Lune. À l'intérieur du module d'atterrissage Vikram, il y avait des capteurs comme Rambaja-LP qui examinent le plasma de la Lune et ILSA qui écoute les séismes lunaires. Le rover Pragyan, quant à lui, transportait des spectromètres, LIBS et APXS. Ceux-ci étaient très destinés à trouver des métaux comme le magnésium, l'aluminium et le fer, directement sur place. De plus, ils pouvaient également détecter des éléments comme le silicium, le potassium et le calcium. La précision est si bonne que c'est comme faire un travail de laboratoire, mais directement sur le sol de la Lune. C'est un grand pas en avant dans l'exploration spatiale. Un autre objectif vraiment important était de confirmer s'il y a de la glace d'eau dans les cratères ou cachée sous le sol. L'analyse thermique de Chaste a montré des températures super froides à certains endroits. Cela rend très probable que la glace s'y trouve depuis des milliers d'années. Trouver de l'eau n'est pas seulement une découverte scientifique géniale, c'est un tournant radical pour la planification de futures bases. Si nous avons de l'eau sur place, nous pourrions produire de l'oxygène et de l'hydrogène pour le carburant. Cela réduirait considérablement la quantité de choses que nous devons apporter de la Terre. C'est une grande victoire pour toute mission de longue durée. De plus, les instruments ont été conçus pour identifier des minéraux rares et précieux. Ces minéraux pourraient être utilisés pour construire sur la Lune. Le LIBS, par exemple, peut trouver ces matériaux à quelques centimètres de distance, sans avoir besoin de les collecter. L'APXS aide en analysant la Terre directement. S'il y a beaucoup de ces matériaux, il pourrait être possible de construire des choses avec de l'aluminium, ou même d'utiliser du silicate pour fabriquer des briques lunaires.
Cela représente un grand pas pour pouvoir vivre dans l'espace par nos propres moyens. L'ILSA, d'autre part, a détecté de petits tremblements lunaires avec des mouvements si minuscules que seuls des équipements supersensibles ont pu les enregistrer. Ces tremblements sont super importants pour savoir de quoi la Lune est faite à l'intérieur, sa croûte, son manteau et tout éventuel vide intérieur. Avec ces informations, nous pouvons savoir quels endroits peuvent supporter des constructions humaines sans problème de terrain instable. Imaginez concevoir une maison lunaire avec cela à l'esprit. Ce serait comme choisir le bon endroit pour une maison dans une vallée où le sol peut bouger. Et c'est exactement ce que les experts spatiaux veulent éviter. Ces objectifs n'apportent pas seulement des données précieuses, mais une toute nouvelle façon de penser la colonisation lunaire, en unissant science, technologie et stratégie. C'est comme assembler un puzzle en couches, où chaque pièce, qu'il s'agisse de glace, de métal ou d'un séisme lunaire, permet une compréhension plus profonde de la Lune. Et l'étape suivante est tout aussi fascinante. Nous allons explorer les premières découvertes réelles de ces instruments sur le sol gelé. Le module d'atterrissage Vikram, après avoir touché le sol, a commencé à collecter des échantillons et à envoyer des données qui confirment la présence d'eau solide à la surface lunaire. Le spectromètre LIBS a détecté de forts signaux d'hydroxyle, ce qui indique la présence d'eau, et le spectromètre APXS a mesuré du magnésium et de l'aluminium en quantité étonnamment élevée, environ 30% de plus que ce à quoi il s'attendait. Pour vous donner une comparaison, les roches courantes ici sur Terre montrent un éclat similaire, mais sur la Lune, c'est une découverte réellement précieuse. La glace a été trouvée principalement dans les ombres profondes des cratères où les températures restent en dessous de 25 Kelvin, ce qui est parfait pour maintenir des matériaux volatiles en toute sécurité. La première estimation est qu'il y a au moins quelques grammes d'eau par livre de sol à certains endroits, ce qui, à première vue, pourrait ne pas sembler beaucoup, mais quand on l'additionne sur toute la zone, c'est une grande réserve qui peut être utilisée pour de futures missions. En plus de l'eau, les outils ont montré que le sol est riche en silice, en magnésium et en aluminium, des éléments nécessaires pour construire directement sur la Lune. La grande quantité de silice, près de 40% des échantillons, indique la possibilité de fabriquer des matériaux en les faisant fondre avec de l'énergie solaire. Ainsi, nous n'avons pas à apporter autant de choses de la Terre. Cela ouvre la porte à la conception de structures lunaires faites de matériaux 100% locaux, un véritable pas en avant dans la façon dont nous construisons dans l'espace. Nous avons également trouvé des traces de métaux comme le fer et le calcium, avec des niveaux qui correspondent aux valeurs moyennes de la croûte lunaire. Cela confirme que le site d'atterrissage est typique de la zone montagneuse autour du pôle sud. Cela nous donne plus de confiance dans le fait que les futures missions pourront cartographier les zones proches, sachant que les données s'appliquent à une région plus vaste. C'est bon pour la planification à long terme. Ces découvertes ne font pas seulement ressortir les ressources potentielles de la Lune, mais elles nous aident aussi à mieux comprendre comment la Lune s'est formée et a évolué au fil du temps. Et quand on pense que certains de ces éléments peuvent être utilisés pour construire des outils et des habitations, on commence à envisager une présence humaine réelle sur la Lune. C'est aussi prometteur que silencieux, mais prêt à découvrir le prochain mystère. Tandis que le rover Pragyan faisait son travail, caché dans la Terre lunaire, quelque chose de nouveau est apparu. Un signal que nous n'avions jamais vu auparavant. C'était ce matériau qui absorbe presque toute la lumière, en réfléchissant moins d'1%. Et il agit comme une éponge d'énergie, altérant les champs électromagnétiques qui l'entourent. Nous l'avons trouvé avec des capteurs magnétiques supersensibles. Ils ont détecté des changements soudains autour de ce matériau, ce qui est totalement étrange pour tout minéral que nous connaissons.
Nous ne savons pas encore exactement de quoi il est fait, mais ce que nos instruments nous disent, c'est qu'il a une structure atomique étrange qui peut absorber beaucoup d'électricité. Nous l'avons observé pendant 30 heures d'affilée, et les lectures du champ magnétique et électrique continuaient de fluctuer d'une manière qui ne correspond tout simplement pas à la façon dont la Lune se comporte normalement. Si c'est réel, cela signifie que quelque chose de fou se passe à l'intérieur de la Lune, quelque chose de bien au-delà de ce que nous pensions possible. Obtenir ce résultat n'a pas été facile du tout. L'équipe était en train de calibrer le LIBS et l'APXS lorsque les capteurs de flux magnétiques ont détecté une anomalie soudaine. Ce qui semblait être un bruit électronique normal s'est rapidement révélé être quelque chose de différent. Une lecture constante de variation du champ magnétique local avec une intensité jusqu'à 60% supérieure au fond lunaire habituel. Cette anomalie est apparue spécifiquement lorsque le rover a recueilli des particules du sol le plus sombre, indiquant clairement qu'il s'agit de quelque chose de local et non de généralisé. L'impact de cette découverte va bien au-delà de la géologie lunaire. Un matériau capable d'absorber de l'énergie et d'interférer avec les champs électromagnétiques ouvre la discussion sur la possible existence de processus naturels que nous ignorons, ou, en théorie, de technologies non naturelles dans les profondeurs de la Lune. Cela ouvre une nouvelle frontière, tant pour l'astrophysique que pour la technologie des matériaux, avec des implications qui pourraient changer complètement notre façon de penser l'énergie et l'électricité, même ici, sur notre propre planète. Si ce matériau s'avère être naturel, nous devrons réécrire les livres sur la formation de la Lune et comment les planètes acquièrent leurs éléments chimiques. Mais si c'est une création humaine, nous pourrions être face à quelque chose de super avancé, ce qui signifie que nous devrions repenser complètement le passé de la Lune. Nous pourrions être confrontés à l'un des mystères les plus époustouflants jamais découverts concernant l'univers et les planètes. Et la façon dont les ingénieurs ont réagi ne fait que le rendre encore plus troublant. Lorsque les ingénieurs de l'ISRO ont examiné pour la première fois les données concernant ce matériau vibrant, toute l'atmosphère dans la salle de contrôle a radicalement changé. L'un d'eux a dit très doucement, mais il était évident qu'il était affecté, que c'était un échec terrifiant, une phrase dont on parlera probablement pendant des décennies. Ce genre de commentaire vient de personnes qui travaillent avec des chiffres et des choses qu'elles peuvent prédire, et quand ces choses tournent mal, la tension monte. Comme si leur intelligence technique se heurtait à un mur. Même les professionnels habitués aux petites surprises ont ressenti le choc émotionnel. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipe ont commencé à comparer les graphiques et les transmissions de données, avec des expériences de laboratoire sur des matériaux supraconducteurs ou des métamatériaux avancés. Quand ils ont vu que le profil électromagnétique de ce composé ne correspondait à aucun modèle connu, ils ont commencé à se demander s'il était naturel ou même fabriqué par l'homme. Un scientifique a dit que cela pourrait briser les règles naturelles et technologiques dans l'espace. Ce fut un moment de silence rempli d'émotions scientifiques. Pour être sûr, ils ont suggéré de limiter le temps du véhicule dans la zone et même d'établir une zone de quarantaine autour de l'endroit où ils l'ont trouvé. Il y a eu un grand débat sur l'envoi de plus d'énergie ou d'outils là-bas, ou la protection rapide de l'équipement contre des courants inconnus. Ce fut la première fois que l'ISRO envisageait d'arrêter une partie d'une mission sur le terrain à cause de choses inconnues comme celle-ci. Quelque chose de nouveau et de surprenant, même pour ceux qui planifiaient chaque mission avec des années de marge de sécurité. En même temps, on craignait que cela n'affecte les systèmes de communication, parce que, par moments, les transmissions montrèrent de la statique et de petites coupures lorsque le véhicule opérait près du matériau. Les techniciens ont commencé à suivre des schémas dans les journaux
et ont réalisé que la panne coïncidait exactement avec les anomalies électromagnétiques détectées. Un ingénieur a expliqué qu'il devait écarter les pannes typiques, comme l'interférence solaire ou le matériel défectueux, avant d'admettre que c'était quelque chose de sans précédent. Ces premières réactions montrent le mélange de peur et de fascination qu'a suscité cette découverte. Les professionnels sont passés de la science mécanique à la spéculation d'avant-garde, et l'émerveillement a grandi. La possibilité d'être face à quelque chose avec de profondes implications naturelles, ou même technologiques, a poussé le groupe à la phase suivante. Informer en parallèle les agences spatiales internationales. Et cela a ouvert un chapitre mondial. Exactement le point qui nous amène au sujet suivant. En utilisant un radar pénétrant le sol à bord du vaisseau Vikram, l'ISRO a cartographié des structures atteignant une centaine de mètres sous la surface du pôle sud lunaire. Étonnamment, ils ont trouvé des motifs avec des lignes droites, des angles droits et des formes répétitives qui s'étendaient sur des centaines de mètres. Ce n'est pas quelque chose que l'on s'attend à voir dans des environnements formés naturellement, ce qui a poussé de nombreux chercheurs à se demander: est-ce le résultat de processus géologiques incroyables ou de quelque chose d'artificiel? Ces formations, dans une certaine mesure, ressemblent aux motifs que l'on voit dans les anciennes constructions humaines sur Terre, comme les villes souterraines creusées dans la roche. Mais leur forme précise et l'étendue de leur portée nous donnent des indices plus profonds. Une première étude montre que ces structures sont disposées en grilles rectangulaires pouvant atteindre 400 mètres de long, avec des couloirs et des pièces cachées. Cette disposition symétrique suggère un but, ce qui fait de cette découverte un véritable bouleversement en archéo-géoastronomie lunaire. En comparant les données sismiques de l'ILSA, les astronomes ont remarqué que ces formations coïncident avec des zones où il y a eu un léger écho de microséismes enregistrés pendant la mission. Cela nous indique que ces structures ne sont pas seulement en surface ou le fruit du hasard. Ce sont des points stables et massifs avec une construction continue. En d'autres termes, nous pourrions être face à quelque chose construit pour durer. Une forteresse, une base ou même une ville enfouie, bouleversant toutes nos idées sur le passé de la Lune. Il n'y a pas encore d'accord sur l'origine de ces formes. Certains pensent qu'elles pourraient provenir d'une activité volcanique ancienne très organisée, mais peu de modèles peuvent reproduire les mesures exactes que nous observons. D'autres supposent qu'il pourrait s'agir de l'œuvre de civilisations inconnues, qu'il s'agisse d'humains d'il y a longtemps, à différentes époques, ou d'extraterrestres avancés. La conversation ne fait que commencer, et ni l'architecture lunaire ni l'archéologie n'ont encore toutes les réponses. D'où qu'elles viennent, ces structures souterraines placent la Lune à un tout autre niveau. C'est un endroit avec des secrets encore enfouis et des histoires à raconter. Et s'il y a d'autres choses cachées en plus de ces formes géométriques, comme des signaux de chaleur ou des matériaux, cela prépare le terrain pour notre prochain sujet, qui révèle une activité de chaleur inexplicable. Les capteurs thermiques du module d'atterrissage Chandrayaan-3 ont détecté des flux de chaleur étranges au plus profond de la Lune qui ne correspondent à aucun modèle de chaleur connu lié au Soleil ou à la Terre. Au point juste en dessous de ces formes géométriques que nous avons trouvées, la température souterraine était d'environ 20 Kelvin plus chaude que ce que la physique lunaire normale dit qu'elle devrait être. Cette chaleur n'a pas disparu avec le temps, ce qui nous indique qu'il y a une source interne, quelque chose que les modèles de chaleur de la Lune n'avaient jamais anticipé. Les données ont été recueillies pendant 60 heures d'affilée, avec des capteurs placés à 3 profondeurs différentes, 10, 50 et 100 mètres. Dans toutes les couches, une chaleur constante a été détectée, autour de 220 Kelvin, même sans lumière solaire directe. Ces résultats suggèrent
qu'il pourrait y avoir une activité interne, soit par des réactions étranges dans les profondeurs, soit même par un matériau qui génère sa propre chaleur. Cela changerait complètement ce que nous croyons savoir sur la Lune. Bien que certains scientifiques aient pensé qu'il pourrait s'agir de chaleur résiduelle de chocs récents, la taille et la durée de cette chaleur écartent cette idée. Pour que la température reste si élevée, il faudrait imaginer qu'un énorme météore a récemment frappé cet endroit, mais il n'y a aucun signe de cratère correspondant. Ceci renforce l'idée d'une source active inconnue, peut-être liée à un nouveau matériau ou même à des flux géologiques uniques. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette activité thermique coïncide presque parfaitement avec les endroits où l'ILSA a détecté des tremblements de terre petits, mais plus forts, et cela coïncide également avec les anomalies magnétiques que le Pragyan a rencontrées. Cette triple coïncidence de chaleur, de secousses et de phénomènes magnétiques, le tout au même endroit, nous dit que quelque chose de grand et de connecté se passe. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer facilement, et il faut beaucoup de personnes intelligentes de différents domaines pour le déchiffrer. Donc, cette découverte signifie que nous ne sommes pas seulement face à des zones froides et mortes, mais avec des poches actives à l'intérieur de la Lune, comme s'il y avait des courants très profonds qui maintenaient la zone en vie. Une situation comme celle-ci change complètement la façon dont nous planifions nos futures missions. Nous penserions à des sondes qui iraient très profondément et à des bases qui surveilleraient la chaleur et ce qui se passe à l'intérieur. Et cela nous mène directement à notre prochain sujet, qui traite des équipements qui tombent en panne sans bonne raison. Le rover Pragyan a commencé son parcours planifié à travers la partie la plus profonde de l'anomalie. Mais bientôt, des signes préoccupants ont commencé à apparaître. Il a ralenti peu à peu, clair comme de l'eau de roche sur les tableaux de bord. En seulement quelques heures, les ingénieurs ont remarqué que les données qu'il envoyait étaient altérées, avec des lectures erronées et des transmissions coupées, bien que le signal constant montrait que l'antenne pointait dans la bonne direction. C'était comme si le rover était bloqué par quelque chose d'invisible, bien qu'à chaque commande envoyée, il répondait de moins en moins. Quelques heures plus tard, des choses étranges ont commencé à se produire. Le rover a incliné son bras spectromètre à un angle de 90 degrés sans qu'on le lui ordonne. Il a fait tourner sa roue gauche alors qu'elle aurait dû rester immobile et a même éteint son système de chauffage pendant un instant. Les journaux ont montré que ces choses ont commencé à se produire exactement lorsque le Pragyan a roulé vers les limites de ce matériau inconnu et de ses formes géométriques. Pour les techniciens, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Juste là, à cet endroit précis, quelque chose altérait non seulement les lectures, mais la logique même de mouvement de l'équipement. À cause de cela, ils ont décidé d'arrêter le rover pour qu'il ne fasse plus de travail. L'ISRO a mis en place un plan de confinement qui a maintenu le module d'atterrissage Vikram en sécurité et a activé des systèmes de secours pour s'assurer qu'aucune information ne serait perdue. Ils ont même tenté de le réinitialiser à distance à 3 reprises, mais à chaque fois, ils ont échoué. Cela a démontré qu'il y avait une interférence locale très forte. Ces phénomènes étranges ont vraiment déconcerté les experts. Des pannes aussi spécifiques, au même endroit, n'avaient jamais été observées auparavant, les amenant à se demander si la zone elle-même ne bloquait pas la technologie du robot. Dans les centres de contrôle, ils ont comparé cela à des moments où les satellites rencontraient des problèmes électroniques lors de tempêtes solaires, mais aucune particule chargée n'a été détectée. Cela a rendu l'événement véritablement unique. Le lien exact entre le comportement étrange et le passage par l'anomalie a conduit les ingénieurs à qualifier la zone de « zone de risque zéro » pour les équipements automatiques. Ce nom figure désormais dans leurs rapports internes
et a alerté toutes les agences qui prévoient d'explorer cet endroit. Quelques jours après les premiers signes de défaillance du rover, des satellites américains ont détecté des impulsions électromagnétiques dans cette zone. Des experts spatiaux ont rapporté une forte interférence radio, juste au moment où le Pragyan entrait dans la zone bloquée. Ce fut le signal d'une alerte immédiate. Des agences comme la NASA et l'ESA ont demandé l'accès aux données brutes pour comparer leurs observations, initiant des protocoles de sécurité et une révision conjointe des futures missions. Des documents divulgués par des diplomates montrent que les satellites militaires des États-Unis ont été orientés vers la zone du pôle sud de la Lune pour capter la radiation, les champs magnétiques et les particules chargées. Au même moment, des groupes comme le Centre aérospatial allemand et l'Agence spatiale japonaise ont montré un intérêt technique, suggérant d'échanger des données géophysiques avec l'ISRO. Une action jamais vue auparavant dans l'histoire de la coopération spatiale. Sur le plan diplomatique, les observateurs ont noté une certaine tension. L'Inde a demandé aux médias internationaux de respecter ses règles de confidentialité, tandis que les puissances occidentales ont exercé des pressions pour une divulgation publique. Cela a provoqué des discussions au sein de groupes internationaux, tels que le Comité des affaires spatiales de l'ONU. Les délégués ont débattu de la manière d'équilibrer la sécurité nationale et l'intérêt scientifique mondial, surtout en présence de technologies sensibles. Cette interférence mondiale a attiré beaucoup d'attention dans les médias spécialisés. Des revues comme Science, New Scientist et Nature ont publié des articles sur une possible menace pour les communications et les systèmes de navigation des futures missions. Un éditorial a suggéré que si ce phénomène s'avère être naturel, nous devrons changer notre façon de comprendre l'environnement lunaire. Mais si c'est quelque chose fait par l'homme, cela pourrait initier une nouvelle ère dans la politique spatiale. Au final, la réaction mondiale a montré qu'un événement technique dans une zone inexplorée a changé les règles de sécurité, de travail d'équipe et de découverte scientifique dans l'espace. Le monde voit maintenant quelque chose qui n'était autrefois qu'une expérience lunaire, et cela soulève des questions plus profondes sur la façon dont les connaissances anciennes pourraient être connectées. Les scientifiques ont comblé les lacunes dans le temps et l'espace en comparant les motifs trouvés par le radar lunaire avec les mandalas décrits dans le Rig Veda, un ancien livre sacré de l'Inde. Les structures souterraines présentent des formes géométriques qui sont presque exactement les mêmes, comme des cercles les uns dans les autres, des lignes droites qui correspondent des deux côtés et des motifs qui ont simplement l'air corrects. Cela ne prouve pas seulement l'efficacité des outils de Chandrayaan-3, mais cela vous fait vous demander si nos ancêtres connaissaient déjà ces designs célestes avant même de lever les yeux. Le lien entre les mandalas et les formes que nous trouvons sur la Lune, eh bien, cela nous a amené à des idées très folles. Certaines personnes croient que la sagesse ancienne pourrait venir de la Lune elle-même. Peut-être était-ce une inspiration avancée, ou des extraterrestres, ou même de vieux souvenirs partagés par tous sur Terre. Il est difficile de dire si c'était une sorte de vision du futur, une intuition ritualiste ou quelque chose d'encore plus profond. Mais la vérité est que la ressemblance est étonnamment exacte, comme si nous voyions un écho ancien qui résonne encore sur le sol lunaire. Maintenant, dites-moi, si nous trouvons ce genre de complexité là-haut, juste sous la surface de notre propre satellite naturel, que d'autre l'univers essaie-t-il de nous montrer? Et nous ne sommes tout simplement pas prêts à le voir? Combien de vérités sont enterrées, n'attendant que le bon regard? Et le plus important, sommes-nous vraiment prêts à gérer les réponses? Pour ceux d'entre vous qui m'ont accompagné dans ce voyage, je vous demande de faire quelque chose de simple, mais de puissant,
Pensez différemment. Posez plus de questions. Allez chercher ce que peu ont le courage de chercher. Parce que c'est la seule façon de sortir du pilote automatique et de voir le cosmos pour ce qu'il est vraiment. Mystérieux, excitant et, parfois, un peu terrifiant. Si cela vous a fait réfléchir, laissez un commentaire avec vos propres idées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime explorer l'inconnu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Beaucoup de contenu arrive, et vous ne voudrez pas le manquer.